Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les Carnets de l'IA, le podcast indépendant numéro 1 sur l'IA qui explore comment intégrer l'intelligence artificielle en entreprise. Dans chaque épisode, je reçois des experts qui partagent leur retour d'expérience, par où commencer, quelles bonnes pratiques adopter et comment transformer concrètement votre organisation. Les Carnets de l'IA est un podcast de la Cité de l'IA. Un grand merci à la Fondation MMA des entrepreneurs du futur qui soutient votre podcast. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui en direct du Tech and Business Day de la Cité de l'IA avec Loïc de Ruyter. Bonjour Loïc. Bonjour. Tu es Head of Data au Bon Coin. Exactement. Alors est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ainsi que le Bon Coin, même si tout le monde connaît, c'est toujours intéressant d'avoir ta vision sur l'entreprise. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi c'est Loïc de Ruyter, je suis Head of Data au Bon Coin. Ça fait 15 ans que je travaille sur tous les sujets data, que ce soit data analyse, data science, dashboarding, enfin tous les types de projets qui touchent à la donnée. Et pour parler un peu du Bon Coin, donc globalement le Bon Coin, je pense que tout le monde le connaît, mais pour donner quelques chiffres et un peu plus d'informations sur l'entreprise, le Bon Coin globalement c'est utilisé chaque mois par un Français sur deux. Donc énormément de trafic chaque donc mois. Ça fait quoi, 30-40 millions d'utilisateurs, à peu près 30 millions d'utilisateurs uniques chaque c'est quand même gigantesque. Enfin, il faut prendre conscience de ce Exactement, chiffre. c'est énormément de monde qui visite le site. On pourrait croire aussi peut-être que le Bon Coin c'est une dizaine de personnes dans un garage, même si certainement que on sait très bien que c'est plus complexe que ça, mais globalement il y a 1500 collaborateurs, donc c'est pas mal de monde. 700 personnes c'est plutôt sur la partie product and tech et data, donc pas mal de monde aussi plutôt tech. Et pour donner un ordre de grandeur, le Bon Coin chaque jour c'est à peu près 2,5 milliards d'événements, donc que ce soit des clics, des chargements de pages, les requêtes qui existent sur le site, 1 million d'annonces qui est posté chaque jour, 380 000 transactions chaque jour, donc c'est vraiment des gros volumes de données aussi à brasser et à utiliser pour les exploiter dans nos quotidiens. Le sujet data, on le voit avec ce que tu viens de dire, est absolument fondamental chez Le Bon Coin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la structuration que vous mettez en place sur ce sujet ? Aujourd'hui, un utilisateur, n'importe qui, par exemple si je vais sur le site Le Bon Coin, je vais vouloir déposer une annonce, je vais vouloir vendre un téléphone par exemple, et donc je vois toute une partie où je dois déposer l'annonce, donc je dois mettre un titre, choisir la catégorie, choisir le prix, mettre une description, rajouter tous des paramètres qui vont faciliter la recherche et trouver le produit. Globalement, à peu près un tiers des utilisateurs abandonnent le parcours de dépôt parce qu'ils se disent c'est quoi la catégorie, c'est quoi le prix, c'est quoi la bonne photo. Ça peut être un peu complexe parfois. Est-ce que j'utilise correctement ? Et donc l'objectif c'est de fluidifier et simplifier l'expérience. On utilise pour ça des approches assez produits et itératives. On va faire de l'expérimentation, on va tester différents scénarios et voir ce qui fonctionne le mieux. Et on utilise justement de l'IA et aussi de la data pour pouvoir mettre ça en place. Par exemple, toutes ces étapes-là sur choisir la bonne catégorie. Donc, je renseigne un titre, par exemple un Lego, avec le nom du Lego. Et donc, on va me proposer une catégorie jeu et jouet, par exemple. Ok. Automatiquement, avec des modèles de langage, j'imagine, derrière qui tournent pour faire ça. De la même manière, une fois que j'ai choisi ça, donc il y a des paramètres qui se pré-remplissent. On va me proposer le prix. C'est presque un boulot de commissaire-priseur, à toute proportion gardée. En tout cas, tout est automatisé au maximum pour faciliter l'expérience de l'utilisateur. Et là, ce qu'on ajoute aussi maintenant, c'est la partie IA générative pour pouvoir faciliter la description. On n'a pas forcément l'habitude de vendre des produits, donc on ne sait pas forcément comment le présenter, comment le décrire. Et donc, sur la base de tous les paramètres, sur la base du titre, sur la base des photos, en fait, il y a une génération de description. Et à la fin, on le monitor. On s'assure, du coup, grâce à la donnée, finalement, combien de personnes vont utiliser l'IA générative pour la description. Est-ce qu'ils l'utilisent directement ? Est-ce qu'ils changent les paramètres ? Est-ce qu'ils changent la description ? Toujours avec une fin business, c'est-à-dire l'objectif, in fine, c'est simplifier l'expérience utilisateur, mais aussi améliorer l'efficacité. Et donc, ça veut dire une annonce, quand elle est publiée, l'efficacité, c'est est-ce qu'elle génère rapidement et facilement des contacts ? Donc, par exemple, dans ce cadre-là, on a vu que ça générait à peu près de 20% quand même. C'est l'augmentation du nombre de contacts. C'est très important. Finalement, votre challenge, c'est de rendre chaque Français et chaque Française commerçant l'espace d'un jour. Exactement, voilà. Sacré challenge. Effectivement, j'ai cru comprendre aussi que vous aviez des obligations légales par rapport à certaines annonces qui sont interdites, etc. Est-ce que vous avez mis en place de l'IA aussi pour détecter ce genre de choses ? Alors, oui. La vente d'animaux, peut-être, ce genre en fait, il y a toute une partie modération, effectivement, où il y a des gros enjeux en termes de fraude et en termes légal de ce qu'on a le droit de vendre et de ce qu'on n'a pas le droit de vendre. Donc il y a tout un travail, en tout cas, qui est mené par toutes ces équipes, déjà de manuellement être capable de les identifier et de les bloquer, puisque même s'il y a un gros travail de fait, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui passent pour que finalement ça trompe et ça dégrade la confiance des utilisateurs. Et le gros travail qu'on fait en ce moment, c'est beaucoup aussi sur le service client, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a à peu près un peu moins de 400 000 annonces vendues chaque jour, des ventes qui sont faites, des transactions sur le site. Donc forcément, ça génère aussi beaucoup de contacts auprès du service client. Donc, on a mis en place un agent qui s'appelle Marcus. Et son objectif, c'est d'automatiser en fait tout ce travail de service client, en tout cas sur les
premiers tickets les plus simples. Par exemple, j'arrive pas à accéder à mon compte, c'est une procédure assez simple pour pouvoir y répondre. Ou alors, où en est ma commande, c'est pareil, on peut aller consulter le statut et pouvoir répondre facilement à l'utilisateur. D'accord. Et donc, c'est comment on met en place de l'IA générative pour répondre à toutes ces demandes. Peut-être on peut dire aujourd'hui que Le Bon Coin serait différent s'il n'y avait pas l'IA, elle serait peut-être moins facile à utiliser. Je me trompe en disant ça ? Alors, en fait, l'IA, je pense qu'on l'utilise déjà depuis une dizaine d'années. Surtout, la tendance aujourd'hui, c'est l'IA générative et l'IA agentique. Donc, en fait, on s'en sert vraiment comme accélérateur pour tout ce que j'ai écrit tout à l'heure sur trouver le bon prix, la bonne catégorie, etc. Et je dirais que oui, enfin, en tout cas, ça nous aide beaucoup dans la mesure où ça nous permet d'aller plus vite et d'être plus qualitatif dans certaines fonctionnalités ou dans certaines expériences. Donc, pour le coup, ça nous aide pas mal. Très bien. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Ça nous amène à notre première question. On vient de voir un peu les usages de l'IA finalement pour l'utilisateur du quotidien de la plateforme Le Bon Coin. En interne, est-ce que vous avez développé des cas d'usage et est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ce sujet ? On s'en sert de plus en plus. Il y a une vraie volonté en tout cas d'accélérer dans l'usage de l'IA au quotidien pour tous les collaborateurs. Et on a vraiment envie que chacun de lui-même ou d'elle-même ait envie justement d'utiliser tout ce qui est mis à disposition pour faciliter son quotidien au travail. Et donc pour ça, on a mis en place plusieurs choses. D'abord, on a fait un accord avec ChatGPT. Donc aujourd'hui, tous les collaborateurs ont une licence ChatGPT avec énormément de cadres pour être sûr qu'on l'utilise vraiment de façon sécurisée. On met pas les données personnelles des collaborateurs ou des clients. Et que tout ce qu'on utilise, finalement, il ne va pas être utilisé pour alimenter le modèle OpenAI et ChatGPT, mais que c'est vraiment un usage fermé, dédié qu'au Bon Coin et qui ne permettent pas d'enrichir la connaissance d'OpenAI. Et juste sur ces licences ChatGPT pour tout le monde, vous avez un peu regardé quels sont les usages qui sont faits en interne de la technologie ? Plus de la moitié des utilisateurs qui l'utilisent. Les principaux usages qu'on en fait, finalement, ça va être faciliter la synthèse d'un document, ressortir les principaux éléments, répondre à une question simple, comment on gère les processus d'achat, de paie, tous ces processus-là où on a créé des agents, en fait, dans ChatGPT où sur la base documentaire, ils sont capables de répondre à certaines questions. J'avais une question sur la partie adoption. Comment vous vous y êtes pris finalement pour faire en sorte que les collaborateurs s'en servent et j'ai envie de dire aussi s'en servent bien ? Chaque collaborateur a été formé. Donc, on a fait un gros plan de formation où tout le monde a été formé sur comment fonctionne ChatGPT ou comment fonctionne ce genre d'agent de façon générale, comment on prompte correctement pour avoir les bonnes réponses et éviter un maximum les hallucinations et faire en sorte que ça fonctionne correctement. Donc ça avait vraiment été le point de départ pour que tout le monde commence à utiliser l'IA, commence à bricoler un peu dans son coin et à voir un peu comment on peut s'en servir. C'est assez limité finalement puisque c'est très un peu end-user comme approche où on a une interface, on le questionne, on peut créer quelques agents pour tester des choses. Et en fait, ce qu'on a aussi fait énormément, c'est que pour les profils plus tech et data, enfin, toute la partie PNT, on a aussi lancé Code. Donc globalement, il y a ChatGPT pour toute l'organisation, Code qui va être plus pour des profils, on va dire, tech. Et donc l'objectif maintenant, c'est que chacun peut se connecter à une instance Code, peut se brancher dessus et puis créer ses propres skills, ses propres éléments qui vont l'aider. Si moi je suis développeur, à développer plus vite, à coder mieux, à travailler finalement de façon plus efficace. Côté data, pareil, on l'a connecté à nos notebooks, donc tout l'environnement, on code et on requête, pareil, pour nous faciliter à retrouver les bonnes tables, à retrouver les bonnes définitions de KPI, etc., tout ce qui nous intéresse. Les équipes produits, le management, pareil, ça peut aussi être utilisé pour suivre des Jira, mettre à jour des tickets Jira, pour créer des... sur la partie support. Il y a énormément d'usages finalement qui sont faits aujourd'hui pour formaliser des idées ou créer des différents process avec l'IA. Ce qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est qu'après la première salve de formation, il y a une petite difficulté à avoir un usage compétent sur des tâches précises faites par l'ensemble des collaborateurs d'entreprise. Est-ce que c'est une difficulté que vous avez rencontrée ? Et si oui, comment vous avez agi par rapport à cette difficulté ? Code, pour l'instant, les développeurs l'utilisent largement. On commence aussi à l'utiliser côté produit. Un objectif, c'est que les équipes produits, les product managers, puissent demain eux-mêmes commencer à l'utiliser, pouvoir avoir un effet sans dépendre forcément des équipes techniques sur la prod. Par exemple, pouvoir changer la couleur d'un bouton sans attendre forcément la prise en production. Donc ça permet déjà d'avoir des premiers use cases qui montrent que chacun peut avoir un effet positif grâce à la partie IA. Donc c'est plutôt comme ça qu'on le démontre aujourd'hui, c'est en montrant qu'on a des use cases qui fonctionnent, qui vont à chacun d'avoir un effet positif sur son quotidien. Donc ça, c'est sur la partie vraiment cas d'usage d'intelligence artificielle générative. Il y a aussi beaucoup de données côté Le Bon Coin. Comment vous gérez toute cette volumétrie de données et son utilisation par les métiers ? Alors aujourd'hui, on a globalement une grosse équipe centrale avec énormément de profils data, des data engineers, des data analystes, tous les différents types
de profils. Et on est en train de mener une grosse transformation aujourd'hui pour faciliter l'accès à la donnée. D'accord. Quand on a une équipe centrale, on peut aussi être un peu le goulot d'étranglement où en fait les différents partenaires vont nous solliciter pour demander des insights, différentes informations. Par Des exemple, tableaux de bord ou l'accès à certains types de données, ça, etc. exactement. Oui. Ils Ok. lancent un nouveau produit, Ouais. ils lancent des nouvelles offres avec des nouveaux pricing, ils veulent voir un peu l'effet que ça va avoir. Ils veulent pouvoir faire des expérimentations en testant 2 variants et voir lequel fonctionne le mieux ou faire des D'accord. projections, des forecasts. En fait, ça, forcément, ça dépend beaucoup de la donnée. Il y a un coût d'entrée dans l'usage de la donnée si on n'est pas forcément expert pour pouvoir l'exploiter correctement. On est en train de faire un gros travail aujourd'hui pour faire en sorte que toute l'entreprise ait un langage commun. Le Bon Coin, c'est, comme je disais tout à l'heure, 1500 personnes, des sujets variés entre l'auto, l'immobilier, les biens de consommation. Et forcément, quand on parle entre les différentes équipes, personne n'aura forcément la même définition pour les mêmes KPI. Absolument. Avec les C'est mêmes volumes, l'éternelle difficulté des entreprises. avec les mêmes tendances. Chacun va avoir son propre dashboard et du coup on se retrouve avec des centaines de dashboards et on ne sait plus lequel est source de vérité. Donc en fait on est en train de faire un gros travail justement de gouvernance pour harmoniser tout ça, faire en sorte que tout le monde puisse parler le même langage commun, mettre à disposition de la documentation auprès de tout le monde, des utilisateurs, aussi auprès des agents avec de la métadata et la métadonnée qu'on va aussi enrichir. Des catalogues de données peut-être qu'on est en train de mettre en place. D'accord. Et on est en train aussi de se renforcer, de moderniser nos stacks. On va utiliser par exemple Databricks, qui sont aussi assez poussés sur la partie agentique. L'objectif ensuite, c'est qu'on utilise, donc ça s'appelle Jenny, qui va se brancher sur nos données. Et ça permettra à tous les utilisateurs finalement d'utiliser un agent conversationnel, d'aller poser des questions sur la donnée. Et le premier use case qu'on est en train de mettre en place, justement, c'est cette semaine qu'on le présente à nos utilisateurs finaux, c'est sur la partie performance des professionnels sur l'immobilier, où finalement on a créé un environnement de données qui est dédié à ça. On a créé aussi un agent qui est dédié à ce périmètre-là et pour en poser des questions sur mes professionnels côté immobilier, comment ils performent en termes d'annonces, d'efficacité. Voilà, on commence sur la partie immobilier et le but c'est que tout le monde demain ait un accès ouvert et simple à la donnée de façon conversationnelle pour pouvoir finalement avoir les bonnes réponses et pouvoir ensuite, de façon plus complexe, accéder à la documentation et ensuite forcément aussi collaborer avec les data analystes et les autres experts data pour aller creuser là où c'est nécessaire. Cette transformation autour de la data, avec notamment la mise en place d'une gouvernance, est-ce que aujourd'hui vous avez une vision claire de tout ce que vous allez faire ou est-ce que ça pose des questions auxquelles vous êtes encore en train de chercher la réponse? Une vision claire en partie, en tout cas on sait où on veut aller, comment on veut s'organiser, on veut avoir une approche orienté par domaine, qui est déjà en tout cas à peu près existant, avec une partie sur l'automobile, une partie sur l'immobilier, et une gouvernance fédérée. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que finalement chaque domaine devient responsable de sa donnée, et responsable finalement des KPI qui sont associés, des dashboards, tout le contenu data finalement qui est en lien avec ce domaine. Et ensuite par contre les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est de quel rôle on a besoin pour faire en sorte que ça fonctionne. Par exemple, un data product manager, des data stewards, les profils data type data analyst, analytics engineer, data engineer, finalement aujourd'hui sont en centrale. Et donc demain, comment on les organise pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc voilà, toutes ces questions-là, aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse. On sait à peu près la cible, on va dire, organisationnelle et comment on veut structurer la donnée au Bon Coin. Ensuite, concrètement, comment ça va se mettre en œuvre, ces discussions qu'on est en train d'avoir et qui vont probablement durer jusqu'à la fin de l'année avant qu'on prépare ce plan pour l'année prochaine. Et qui rejoignent les réflexions de beaucoup d'autres acteurs autour de ce sujet de la data qui est en pleine évolution en ce moment. Exactement. Ce que ton témoignage illustre, en fait, c'est que la data devient un point de passage absolument indispensable pour piloter le business de la meilleure façon. Et certainement aujourd'hui, les entreprises qui ne sont pas structurées par leur capacité à donner accès à la data à tous les métiers, finalement, vont être pénalisées dans les années qui viennent. Exactement. Pour moi, c'est surtout que Le Bon Coin aujourd'hui est très orienté data. Il y a une vraie culture data où on a vraiment toutes et tous envie de l'utiliser pour prendre des décisions. La difficulté, c'est finalement comment on y accède, comment on y accède rapidement et comment on y accède de façon saine et sécurisée. Au sens, je sais que ce que j'ai, c'est le bon chiffre, la bonne information que j'ai besoin pour prendre des décisions. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire pour que ce soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse s'en servir au quotidien. Très bien, merci pour cet exemple que vous donnez et pour ces réponses. Et ça nous amène à notre deuxième question. Le Bon Coin, c'est un des acteurs principaux en France sur le sujet des marketplaces. Dans ton regard, avec les technologies qui arrivent, c'est quoi l'avenir des marketplaces? Comment vont-elles évoluer à ton avis? Alors, Le Bon Coin, aujourd'hui, c'est
une marketplace qu'on appelle généraliste. Ça veut dire que globalement aujourd'hui, sur Le Bon Coin, on peut acheter tout ce qu'on veut, sauf évidemment tout ce qui est illégal et tout ce qui est consommable, mais globalement tout ce qui est bien de consommation. Si je veux acheter un téléphone, une machine à laver, un canapé, je vais sur Le Bon Coin. Si je veux acheter pareil mon premier appartement ou une maison. Donc en fait le gros enjeu aujourd'hui du Bon Coin, c'est d'avoir cette position généraliste tout en proposant une expérience très spécialiste et très verticalisée. Parce que face à nous, finalement, en termes de concurrence, on va avoir des acteurs français type Se Loger ou La Centrale qui, eux, vont vraiment être spécialisés sur un type d'expérience, sur l'automobile ou sur l'immobilier. Et donc l'enjeu, c'est comment en fait, on va pouvoir mettre en place dans notre expérience un maximum d'expériences personnalisées par rapport à ce qu'on vend, par rapport au type de bien qu'on propose, pour s'assurer finalement qu'on soit compétitif. Et donc l'IA et tout ce qu'on est en train de mettre en place nous aide dans tout ça. Et on a aussi une forte identité locale, ça veut dire ce qui est important pour Le Bon Coin, c'est aussi les échanges entre les gens, faire en sorte que les gens se rencontrent, en plus un peu du cercle vertueux de la seconde main et l'effet positif sur l'économie. On va sur le site, on se dit, on se retrouve à la gare près de chez moi, je te vends le téléphone à tel prix, on se retrouve et puis on fait la transaction. Pour sécuriser tout ça, du coup on va mettre en place des face-à-face, donc c'est-à-dire que je paye sur le site. L'argent est directement géré par Le Bon Coin. On se rend compte, le téléphone me convient, je valide l'argent tout de suite, l'argent est reçu. Et ça sécurise la transaction financière. Les grandes plateformes d'IA conversationnelle revendiquent d'aller vers le commerce conversationnel, justement, mais qui se payera au prix d'une dépersonnalisation par rapport à un site donné dans lequel finalement on crée une forme de confiance. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà étudié, sur lequel vous êtes en train de positionner une réflexion ? Alors Le Bon Coin, justement, c'est une des premières plateformes en France à avoir créé un MCP avec ChatGPT. Un MCP, peut-être pour expliquer pour nos auditeurs, c'est un format d'échange technique entre les agents et les aléas conversationnels. Exactement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux aller sur ChatGPT, poser une question du type je cherche un appartement de telle superficie à tel prix. Je tape cette recherche et du coup, il y a des résultats qui sont des résultats Le Bon Coin pour proposer des produits. Donc ça rejoint ce que tu décrivais juste avant. Et donc ça soulève plein de questions justement parce que quand on analyse justement nos sources de trafic, quand on analyse justement les différents efforts marketing budgétaires qu'on fait, il faut qu'on tienne compte de ce genre de levier. Merci beaucoup Loïc de Ruiter pour ces explications et ces informations sur Le Bon Coin qui sont absolument fascinantes. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.citea.fr. À bientôt.